Donc, on va commencer l'atelier des fiches de stimulation. Comme je dis toujours, ce n'est pas un atelier pour juste manipuler les doses. C'est un atelier pour faire ensemble des stratégies pour les patientes en fonction des cas, en utilisant les données les plus récentes de comment on classe les patientes pour essayer de personnaliser le traitement au maximum et aussi voir comment gérer les fiches de stim aussi. Donc, c'est un double objectif. OK. Alors, hop. Premier cas clinique. Patiente et Madame D ou Monsieur D donc, veulent avoir une grossesse depuis 2 ans. 36 ans, G0, P0, cycle régulier. BMI à 31, AMH à 4,2, écho, utérus normal, compte des follicules à 26. Et obstruction proximale bilatérale. Et monsieur est fumeur, pas de problèmes sexuels, le spermogramme presque normal. OK, alors qu'est-ce que vous faites face à ce couple? Ils n'ont pas eu de traitement jusque-là, donc ils n'ont pas vu de collègues avant vous. Vous êtes les premiers. Alors, Dima Ahsan Haja, le plus facile, c'est identification des problèmes. On bat choix ma stratégie possible, on bat choix de la stratégie. Identification des problèmes. Yalla. Atelier tout à fait. Hein? Oh, bon. Ouais. L'obstruction tubaire proximale bilatérale. OK, qu'est-ce qu'on propose? Pourquoi une FIV? Une célioscopie peut être indiquée, non? Oui? Qui c'est qui est pour la cellio ici? Ouais, bah, en tout cas, on peut la proposer. Maintenant, c'est vrai qu'une obstruction proximale bilatérale, si c'est un spasme durant l'hystérosalpingographie, bah c'est bien, durant la célioscopie, ça va être bon. Mais si c'est une vraie proximale bilatérale, on ne pourra rien faire durant la célioscopie. Donc, il faudra en informer les patients. Parce que les patients, souvent, quand vous leur faites une célioscopie, ils pensent qu'à coup sûr, s'il y a un problème, vous allez le corriger. Donc, il faut le prévenir. Là, ça va être diagnostic et éventuellement thérapeutique et pas toujours. Est-ce qu'on associe un drilling ovarien ici? Qui associerait un drilling? Il en profite, on est en célioscopie. Qui en profiterait? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est bien. 8. OK, je suis tout à fait contre. Moi, je suis contre. C'est la science qui est contre. Parce que le drilling, c'est un traitement de quoi? Ce n'est pas un traitement de l'OPK, c'est un traitement de la dysovulation due à l'OPK. Est-ce que cette patiente est dysovulante? Alors, pourquoi aller lui trouer les ovaires? Ça ne sert à rien. D'accord? Donc, pas de drilling chez des patientes normo-ovulantes. Pas de drilling chez des patientes normo-ovulantes. Pas de drilling chez des patientes normo-ovulantes. On ne le répétera jamais assez. OK. Le couple n'a pas choisi l'option célioscopie. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus de patients. C'est des patients impatients. Ils veulent des résultats rapides. C'est vrai que la FIV pourrait raccourcir le temps pour arriver à la grossesse. Quel protocole vous allez utiliser? Alors, à titre comme des propositions pour vous aider, un cycle lent, 150 unités. Un cycle lent, 75 unités. هذوما واحدة منهم possible ولا لا؟ Lent, 150 ou 75. OK. Antagoniste 75 ou l'antagoniste 150? 150, OK. Ou un antagoniste 225, je crois. OK, on va fixer les idées, puisqu'elles semblent les idées. Aman Sakro Bebe, s'il vous plaît, la porte. Mademoiselle. أول حاجة, les patientes qui ont le syndrome des ovaires polykystiques, ou l'aspect des ovaires polykystiques, les AMH supérieurs à 3, كلهم, c'est des patientes qui, a priori, pourraient présenter une réponse exagérée. Donc, toutes ces patientes-là, sans exception, c'est les recommandations, c'est un cycle antagoniste. Donc, déjà, toutes les patientes qui ont des réserves ovariennes augmentées, des CFA supérieurs à 20, des AMH supérieurs à 20, elles vont avoir tout un cycle antagoniste sans discussion. Attention, l'antagoniste,
il est en rupture en Tunisie et à l'échelle mondiale. À l'échelle mondiale, on a un seul antagoniste. Mais dans les pays où ils ont d'autres antagonistes, c'est bon. OK. Et la dose de départ standard chez toutes ces patientes-là, clairement et de manière très claire, c'est 150. Donc, Andy, OPK, OPK-like, كلهم partagent le même fait, qu'elles soient normo-ovulantes ou disovulantes. Elles partagent le risque d'hyperréponse. Donc, elles vont avoir 150, elles vont avoir un antagoniste. OK? Il y a des patientes chez qui 150, ça risque d'être pas suffisant. Mais ça ne veut pas dire que vous allez utiliser d'emblée chez elles 150. Juste comme je réponds les patientes obèses et les AMH supérieurs à 5 et les patientes qui vont avoir la triade complète, hyperandrogénie, dysovulation et aspect des ovaires polykystiques, ou obèses et comme actharohide. Quand ما عنديش des règles, quand elles risquent de mal répondre. Les patientes maintenant qui n'ont pas de règles du tout, il y a des patientes comme ça, c'est des patientes à risque. Mais utilisez quand même par précaution pour une première tentative 150. Donc les patientes de ce type-là, naïves, qui n'ont pas eu de stimulation au préalable, utilisez 150. Bien. Alors on a utilisé 150. Aujourd'hui, nous sommes samedi. La patiente a le stradiol MTH, 620, LH2, endomètre à 5, ou a l'échographie, RITU 12, 11, 10, 4 x 10, 2 x 8, 11, 2 x 10, 8, 2 x 7. Comment jugez-vous la réponse? Ben, donc, on a, bonjour, on a une dizaine de follicules en croissance, hein, ok, donc c'est bien. On a un oestradiol à 620 un peu élevé, mais ça, c'était attendu. Alors, nous sommes le samedi, donc pour savoir, donc pour que la patiente rentre, il faut qu'elle rentre avec une ordonnance. Donc, 3 réponses auxquelles vous devez répondre dans votre ordonnance. قديش باش تزيد من النهار؟ قديش الدوز؟ وقتاش باش تدخلوا l'antagoniste. Allez, qui se lance? Nous sommes le samedi, وقتاش نعاودوا نجيبوه؟ نجموا نجيبوها lundi ou mardi, et هذوما les deux options, pas au-delà et pas avant. وقتاش ندخلوا l'antagoniste? On maintient la même dose ou on maintient la même dose? Oui. وقتاش ندخلوا l'antagoniste? Ça peut être J6 ou J7, mais comme il y a déjà une tendance à l'hyperréponse et que votre antagoniste, c'est un peu un frein sur lequel vous allez appuyer, J6, dans cette situation, c'est mieux. OK. Monitorage mardi. Mardi, elle est à 1167, 1,2 de LH, 7 lendomètres, 2 x 14, 2 x 13, 4 x 11, 15, 3 x 13, 11, 3 x 10. On fait quoi? زيدوا قديش كل عاده لازم تجاوب قديش من نهار 12 hein 2 jours en maintenant l'antagoniste هكا ولا OK très bien je suis d'accord نعمل OK hop 2 jours 3850 9 l'endomètre 17 16 3 x 15 4 x 14 3 x 17 3 x 16 15 2 x 14 اي شنو نعملوا باهي فما هما généralement à ce stade-là فما زوز احزاب حزب نزيدوا نهار وحزب نعملوا déclenchement parce que quand on voit il y a quand même 4 de 17 mais en même temps il y en a plein derrière à qui il manque un jour et le stradiol est à 3850. Si vous rajoutez un jour, qu'est-ce qu'on risque? L'hyperréponse, pas l'hyperstime. L'hyperstime, c'est autre chose. C'est une hyperréponse sur laquelle vous allez rajouter de la CG. Donc, en gros, les deux dilemmes qui se posent à nous, c'est soit déclencher aujourd'hui avec ACG au risque d'avoir peu d'ovocytes matures, mais pouvoir faire le transfert frais, ou rajouter un jour, maximiser le nombre d'ovocytes matures, donc le nombre de blastocystes, et faire un déclenchement par agoniste. Ok. Qu'est-ce que vous choisissez? Il ne faut pas essayer forcément de vouloir faire le transfert immédiatement, quitte à greffer les chances de la patiente. Si vous allez vous retrouver avec 3 matures,
franchement, vous n'aurez pas exploité tout le potentiel de la patiente. Cette patiente a le potentiel d'avoir 10 matures, 11, 12, et donc d'avoir plus d'embryons. Et plus vous allez avoir d'embryons, plus vous allez pouvoir avoir des chances cumulées à partir d'une seule ponction. Et c'est la notion qu'on doit avoir de la PMA moderne, de la FIV. C'est le taux cumulé par ponction. Combien vous pouvez espérer à partir d'une ponction avoir de blastocystes dont un pourrait aboutir à une grossesse. Ou même deux chez une patiente jeune comme ça. Elle pourrait utiliser ça pour une deuxième fois. Et c'est important parce que les programmes de congélation ont permis d'avoir des chances similaires, sinon parfois dans le cas des hyperrépondeuses, des taux supérieurs, parce qu'on va transférer sur des endomètres non perturbés par la stimulation. Donc, maintenant, si vous allez déclencher avec agoniste, offrez-vous le luxe de continuer avec la même dose parce que de toutes les façons, vous ne risquez pas l'hyperstimulation. Allez, le risque d'hyperstimulation, il faut le voir comme ça. Il y a des critères avant la stimulation qui vous permettent de choisir justement le protocole. C'est ce que nous avons fait tout à l'heure. On a vu que la patiente a une AMH élevée, un compte des follicules aussi élevé, donc on a adapté notre dose, on a mis 150 et on a mis un antagoniste. Il y a aussi des choses que vous allez observer durant la stimulation, comme dans notre cas. On a observé un oestradiol qui a atteint déjà les 3850 alors que nous allons rajouter un jour. Donc, nous sommes dans la case ici avant déclenchement. C'est ce qui va nous permettre le choix de la molécule de déclenchement, ACG ou agoniste. Et puis, il y a des choses a posteriori qui servent juste à vous angoisser. Vous n'avez pas vu voir les nombres de follicules, vous avez cru que vous avez juste 16 follicules ou 15, et le biologiste sort pour vous dire que vous avez 28 ovocytes. Donc, c'est pour savoir que votre patiente va vous poser des problèmes probablement par la suite, mais que vous pouvez prévenir un peu, donner des antalgiques, des INS, donner un agoniste de la, de la dopamine, pardon, des choses comme ça. Et puis aussi contrôler la patiente pour voir si elle fait une hyperstime. Alors, l'hyperstime, je rappelle, il y a l'hyperréponse avec une deuxième condition obligatoire, c'est avoir un apport d'ACG, exogène par exemple, dans le cas de l'ovitrel. Si vous n'avez que l'hyperréponse, mais pas ça, vous n'avez pas d'hyperstime. Il n'y a que quelques case reports dans le monde. Donc, l'ACG, qui n'est pas l'hormone normale du déclenchement de l'ovulation, l'hormone normale, c'est la LH, mais qui est très similaire avec une longue demi-vie, va avoir tendance à maintenir les corps jeunes, les multiples corps jeunes que vous avez en vie, qui vont sécréter chacun un tout petit peu de VEGF, mais un tout petit peu, avec un tout petit peu, ça fait beaucoup de VEGF, et le VEGF va entraîner une hyperperméabilité capillaire qui va entraîner le troisième secteur, et là, c'est le syndrome d'hyperstimulation avéré. Donc, si vous avez une hyperréponse, pas de panique, déclenchez avec un agoniste, rien ne va vous arriver. L'agoniste, ça marche de la même manière que l'ACG en termes de pratique. C'est 36 heures avant la ponction, c'est 0,2 mg et c'est le décapeptyle en Tunisie. Alors la différence, c'est qu'ici, ce n'est pas une hormone qui va entraîner immédiatement l'action voulue, qui est le déclenchement de l'ovulation, mais c'est une hormone qui va demander à l'hypophyse de sécréter la LH. C'est une grosse différence parce qu'il y a des situations où vous risquez de ne pas avoir ce pic adéquat. Ici, on a injecté les deux agonistes, on a vérifié le lendemain, on a une LH à 33, c'est très bien. Et donc, on a récupéré 24 ovocytes, dont 12 matures. Alors, qu'est-ce que vous allez donner comme ordonnance? Et la conduite à tenir pour la suite. Donc, le jour de la ponction, à Anahak, qu'est-ce que vous allez donner comme ordonnance? Pour? Dans quel objectif? Ah ben, on est agoniste. Absolument. On a un déficit de la phase lutéale. Donc, que faut-il faire? Faut-il plutôt congeler ou faut-il plutôt donner de très fortes doses de progestérone? Si on compte faire un frisol, donc ça ne sert à rien de donner de la progestérone. Ouais. Si on compte faire un transfert frais, donc là, très bonne vous réponse. donnez une forte dose de progestérone. Excellent, excellent, c'est exactement ça. Maintenant, même en cas de freeze-all, je donne de la progestérone par voie orale pour pas que les patientes aient des troubles du cycle et qu'elles n'aient pas leurs règles au bon moment et qu'elles rappellent 1001 fois. Donc, atelier pratique, petites astuces, vaut mieux donner du Dufastan 1 x 2
Comme ça, on diminue le risque de survenue de kyste et puis les saignements intercurrents qu'elles vont avoir durant 1 ou 2 mois dans ce cas-là. Anti-inflammatoire, ne pas oublier. Il ne faut pas oublier de donner des anti-inflammatoires. C'est des patientes qui vont avoir 24 hématomes dans les ovaires, donc anti-inflammatoires. Parfois, je donne des choses parce qu'elles ont tendance à avoir des gaz, et puis c'est tout. Alors, c'est vrai que le déclenchement par agoniste, c'est très bien. Attention, donc parfois, ça ne marche pas très bien, surtout chez les patientes qui ont pris de manière prolongée des pilules, parce que leur hypophyse est vide, ou les hypogonadismes hypogonadotropes, évidemment, parce qu'elles n'ont pas de sécrétion de LH endogène. Sinon, il y a le problème de la phase lutéale défectueuse que vous avez soulevé. Donc, 2 options. Le gold standard, c'est un freeze-all. Mais quand il y a un impératif à faire un transfert, vous pouvez vous rabattre sur le soutien à la phase lutéale soutenue, plus que la normale, c'est-à-dire 1200 par jour, avec la double voie injectable et la voie vaginale, et puis des petites doses d'œstrogène aussi associées. Voilà, mais ce n'est pas le gold standard. Allez, on est resté sage. Parce que ne pas oublier aussi qu'avec un soutien à la phase lutéale soutenue, si votre patiente tombe enceinte, elle n'est pas à l'abri de l'hyperstime tardive, due à la sécrétion d'ACG endogène. Donc on s'est dit, on joue la sécurité, freeze-all, on la revoit pour un transfert d'embryon congelé. La patiente vous pose la question, quand est-ce que je reviens? Est-ce qu'il y a nécessité de se reposer, entre guillemets, 2-3 mois? Aucune indication. OK, ça, c'est les données de la science. C'est 3 méta-analyses qui disent toutes la même chose. Aucun intérêt à décaler le transfert d'embryon congelé. Vous pouvez le faire s'il n'y a pas de kyste. Vous pouvez le faire le cycle d'après. Aucune notion réaliste pour dire et laisser l'utérus se reposer, etc. C'est une notion juste qui relève un peu du dogme. OK, quelle préparation? J'ai mis 3 choses. Substitution hormonale, cycle naturel ou cycle stimulé. Qu'est-ce qu'on peut utiliser ici? Est-ce qu'il y a un protocole ou une préparation qu'on ne peut pas utiliser ici, qu'on doit éliminer d'emblée? Le naturel vrai. Pourquoi? Parce que c'est des femmes en général qui n'ovulent pas. Pourquoi? Ma patiente a des cycles réguliers. Les OPK en général. Ah oui, mais les OPK, c'est des types et des phénotypes. Il y a des ovulantes, il y a des non-ovulantes. Notre patiente a des cycles réguliers, donc c'est une patiente ovulante. Mais c'est vrai, je suis d'accord avec vous, elle aurait eu des cycles de 35 jours ou plus, j'aurais éliminé le cycle naturel dans toutes ses couleurs, modifiées ou pas modifiées. Vous avez des commentaires? Sinon, on peut utiliser les 2 autres, le cycle substitué ou le cycle stimulé. Alors ici, on peut utiliser le naturel, le stimulé et la substitution hormonale. On peut l'utiliser, mais si vous pouvez utiliser ces deux-là, en termes de sécurité obstétricale par la suite, il vaut mieux utiliser les protocoles qui produisent des corps jeunes, alors que le cycle artificiel ne produit pas de corps jeunes. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a plus de prééclampsie et plus de complications obstétricales avec le cycle hormonal. Donc, quand on peut, privilégier ces deux-là. On va avancer un peu parce qu'on me demande de faire rapidos. Donc, cycle stimulé, j'ai utilisé du létrozole. On aurait pu faire du naturel. Ici, après 5 jours de létrozole, on a 6 mm d'endomètre, 13 et 10. Est-ce qu'il faut doser le stradiol et la LH ici, à ce stade? Alors moi, je ne l'ai pas fait à S7, vu la taille des follicules aussi, et aussi qu'après 5 jours de létrozole, souvent on a un oestradiol qui est bas, parce que c'est des anti-oestrogènes. Et donc, franchement, ce n'est pas utile et il n'y a pas d'ovulation à ce stade-là. Par contre, est-ce qu'il est utile de rajouter des gonadotrophines à ce stade-là? Quand vous avez déjà des follicules qui ont dépassé les 13, vous pouvez vous passer des gonadotrophines. Parce que de toutes les façons, ce follicule-là va avancer de lui-même. Si vous avez 11 ou 10, il faut rajouter des gonadotrophines. Alors, on a mis 2 jours et on a fait un contrôle oestradiol, 112, 6 la LH, 8 l'endomètre, 16 et 11. On fait quoi? On ajoute. On ajoute? On refait l'écho le lendemain? Oui, possibilité 1 le lendemain. La croissance est 1,5 en généralement par jour. On peut aussi, pour ne pas convoquer trop rapidement la patiente, j'aurais eu une LH plus élevée, peut-être j'aurais convoqué le lendemain, c'est vrai. Alors on a choisi 2 jours, 189, 18 et 12.
L'endomètre, 8. On est plutôt bien. On peut déclencher l'ovulation. Nous sommes le samedi. Vous avez fait ce monitorage. Vous avez des blastocystes congelés. Vous allez appeler le centre. Vous allez leur dire que vous allez passer faire le transfert quand? 7 jours après l'injection. عطيني عاد اليوم سامدي قداش 17 اليوم وقت باش نرجعوا نعملوا الترانسفير. Donc samedi, l'injection. Donc il faut compter. Tahit. Exact. Samedi d'après. Alors le raisonnement il est simple. ديما حطوا في مخكم ديما اللي مسنسين بيه هكذا اللي هما كيما الفيف باغ اكزومبل كي تعمل ACG اليوم comme si ponction fictive lundi كي تبدا عندك ponction lundi J5 نتاعو سي samedi. Donc كي باش تعملوا l'ACG pour faire court et retenir simple النهار اللي تعمل به l'ACG النهار اللي تعمل به الترانسفير. اوكي عملت samedi تحط samedi c'est plus 7. اوكي voilà. تعملوا un deuxième cas عندنا الوقت نعملوا un deuxième cas. اوكي باي hop. Alors, je ne sais pas, hein, ça dépend. Ok, tu me diras quand je dois m'arrêter. Ouais? Ok, alors, patiente compliquée. Un cas compliqué. C'est pour si vous sleti. Une patiente de 29 ans, G0, P0, cycle régulier, douleur au moment des règles, importante. De toutes les façons, on la connaît porteuse d'une endométriose sévère. Opérée il y a 3 ans par célioscopie, on avait fait ce diagnostic et abdomen adhérentiel compliqué par une péritonite post-opératoire reprise par la paro. Bon, voilà, ce n'est pas la meilleure patiente. Hein. Perte marron en continu, elle a des pertes marron en continu. L'écho, endométrium gauche de 2,5 cm, un camp des follicules à 6, une cohorte en début de cycle homogène. Hystérographie, hydrosalpinx, gauche, volumineux. Bon. AMH à 0,62. Donc, et le sperme, asténospermie avec un TMS positif. C'est difficile de faire court. Hein. Justement, non. Mais, très bien. Donc, identifiant les problèmes. On identifie les problèmes. Donc, on a plein de problèmes ici. Comme vous voyez, on a une endométriose sévère avec un abdomen adhérentiel dans lequel personne n'aimerait entrer, et une baisse de la réserve des ovaires, et pourtant elle a une hydrosalpinx dans l'affaire. Alors, dans la classification de Poséidon, je rappelle que les groupes d'en haut sont les patientes qui ont la réserve ovarienne normale, mais chez qui il y a déjà eu une stime qui a abouti à une mauvaise réponse. Le groupe en bas, on n'est pas forcément obligé d'avoir une stime pour les classer, c'est celles d'emblée qui ont la faible réserve ovarienne basée sur des marqueurs. Donc, chez qui, quel que soit, on ne peut pas espérer un certain nombre de follicules de base, et quelle que soit la dose, quel que soit ce qu'on va faire, on ne pourra pas modifier le nombre de follicules que l'on va obtenir. Notre patiente, comme elle est jeune, ça c'est une bonne chose quand même dans tout ce dossier, parce que quand on est jeune, l'objectif en nombre de blastocystes à obtenir, il est inférieur que chez une patiente âgée. On a besoin juste de 1 à 2 blastocystes pour espérer lui donner de bonnes chances de succès. Vous êtes d'accord avec moi? Ok. Bien, donc au moins quelque chose de positif peut-être. Allez. Tawa, avant la FIV, des questions importantes se posent. Faut-il opérer avant FIV? Non, parce qu'il y a un risque de baisse de réserve des ovaires et qu'il y a des risques opératoires importants. Oui? Oui, il faut enlever les endométriums. Ouais, d'accord, donc regardez, comme faire. Oui, il faut enlever la trempe et le kyste. Non. Oui, il faut faire une salpingectomie ou au moins une ligature proximale. Donc, regardez, je m'attends si vous êtes là. Voilà. Alors, oui, il faut exclure la trempe par une autre voie mini-invasive. Oui. Alors, il y a beaucoup qui avaient proposé l'échour, donc on n'a pas l'échour en Tunisie. Donc, dans ces abdomens multi-adhérentiels, petite astuce, ce n'est pas une recommandation, mais c'est dans certaines situations, ça peut nous aider à nous en sortir. Et on a quand même des petites expériences. C'est d'électrocoaguler l'ostium en question, par hystéroscopie. Comme ça, on fouille l'abdomen. Bon, maintenant, il y a des risques parce que vous allez injecter du sérum Phi de l'hystéroscopie dans une trempe qui est bouchée et vous allez la boucher par la suite en proximal. Donc attention au risque infectieux, donc couvrir l'acte
mais ça marche bien et il y a quand même des études qui ont été sorties qui ont fait la même chose. Donc ça peut être une voie pour s'en sortir. On le fait pour les maladies de Crohn multi-opérées, les abdomens multi-opérés, les abdomens comme celui-ci. Voilà. OK. Alors, d'abord, rentrons dans le vif du sujet. Cycle lent, voilà cycle ultra lent, voilà cycle antagoniste, voilà cycle antagoniste précédé par 3 mois de pilule, voilà autre stratégie. Dis ma astuce, qui comme autre stratégie, là, on a fait autre stratégie. Mais, donc c'est une autre stratégie, pourquoi? Alors, ça ne veut pas dire que les autres sont fausses. Hein. On pourrait très bien faire un cycle lent, voilà ultra lent, voilà blocage préalable par pilule 3 mois. Pourquoi cette histoire de blocage? Les capacités implantatoires de l'utérus sont diminuées en cas d'endométriose, même après avoir exclu la trempe. Et donc, un blocage préalable pourrait améliorer les taux d'implantation. Maintenant, il y a un double dilemme, c'est que cette patiente aussi présente une faible réserve ovarienne. Si vous allez la bloquer en préalable à la stimulation, vous risquez de perdre encore plus les peu de follicules qu'elle a déjà. Vous avez 6, il vaut mieux récupérer 6, voilà 5. Mais il ne faut pas récupérer 2. Donc, l'année, on se dit, on a ce double impératif, Menchir à bloquer avant le transfert ou Menchir à ne pas bloquer avant la stimulation. Il faut scinder les deux. Il faut faire une stimulation maximale. Ça peut être 1 ou 2 cycles. Quel cycle l'eau, là, mettre les objectifs internes, les 2 blastocystes, on s'arrête à 1. Sinon, congélation et on repasse au deuxième cycle. Dès qu'on a notre nombre de blastocystes obtenus, donc on a fait le freeze-all, on peut faire le blocage, 3 mois. Durant ces 3 mois de blocage, faire l'occlusion tubaire, et puis par la suite, faire le transfert d'embryon congelé. Je crois qu'on stratégie aidée. Je pense que comme ça, on optimise chaque étape du process pour la patiente. OK. Menu, comment on va stimuler la patiente? Ça y est, on ne va plus faire de blocage, plus de pré-traitement. Blax, on va essayer de profiter, faire une stime le maximum pour récupérer le max. Donc, bien sûr, il faut utiliser la dose maximale chez cette patiente qui est de 300 unités. Alors, on peut mettre de la FSH et de la LH, voilà de la FSH seule, elle est jeune. Et donner de la stimulation. 300 unités, 282 d'ostradiol, 11, 8, endométrium, 10, 8 ou 2 fois 7. C'est bien ou c'est pas bien? Dans l'absolu, bien sûr que c'est pas bien, mais comparé à ce qu'elle a de base, c'est bien. Donc c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Combien elle a au départ et combien on a pu faire pousser. Si elle a 6 au départ et on fait pousser 6, c'est très bien. Si elle a 6 au départ et on fait pousser 1, c'est pas bon. Mais, OK. Zedna, 3 jours où antagoniste, on l'a poussé à 7 pour la bloquer le moins possible, et on a 15 ou 12 ou 14 ou 2 fois 13 ou 11. À ce stade-là, on fait comment? On continue 2 jours de plus? 2 jours de plus. 844, un peu de métrie dans l'utérus, parce qu'on n'a pas encore exclu l'hydrosalpinx, et on a 18, 16, 2 fois 17, 16, 15. Au stricto sensu, les critères de déclenchement, on a 3 follicules supérieurs à 17. Mais les autres sont tellement proches. Et ceux-là ne sont pas, ce n'est pas des 19 et des 20, on ne risque pas de les perdre. Donc, dans ce cadre-là, on a tout à gagner à rajouter un jour et on déclenche le nez. Double déclenchement. Chez ces patientes-là qui ont les faibles réserves ovariennes, un double déclenchement pourrait améliorer le taux de récupération. Je vous rappelle que le déclenchement a comme pour objectif de passer les ovocytes de métaphase 1 à métaphase 2 et de détacher l'ovocyte de la paroi du follicule pour que vous puissiez le récupérer dans le liquide folliculaire. Et ça, si vous faites un double déclenchement, vous pouvez, selon ces 2 études, améliorer votre taux de récupération et donc les taux de naissance vivante. Donc, on a récupéré 4 métaphases 2 sur 6. Est-ce que ce taux, il est bon ou l'est? Dis, mais il faut évaluer, dis-moi, avec les indicateurs. 4 sur 6, c'est très bien. Mais le taux de maturité attendu ou bon, il est de 70%. 4 zygotes, donc 4 fécondés, ça c'est très bien. 4 sur 4, c'est du 100%, c'est très bien. 3 blastocystes, c'est plus qu'on espérait. Habituellement, on a du 50%, on a 2 blastocystes. Donc ça y est, c'est clôturé cette histoire de stimulation. On ne va plus refaire de stimulation. Elle a déjà, dès la première, obtenu ce qu'il fallait. Ça, c'est le jeune âge de la patiente. Blocage 3 mois, occlusion tubaire, 10 jours après... alors, qui fait sur le plan pratique? Ça, c'est une bonne question. J21, tu as la ponction. Voilà, disons, une semaine après la ponction, vous faites une injection d'agoniste, 3,75.
Elle va avoir ses règles la première fois. Un mois après, vous faites une deuxième injection. Un mois après la deuxième injection, vous refaites une injection. Ça fait 3 mois. Et vous pouvez, à partir d'une semaine à 10 jours après la dernière injection, vous préparer pour transférer les embryons. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser? Alors, du coup, ici, est-ce qu'on a le choix? C'est une patiente, je vous rappelle, depuis 3 mois, elle est sous agoniste de la GnRH. Est-ce qu'on peut espérer un cycle naturel ici? Non. Pas du tout. Est-ce qu'elle va répondre à la stimulation après 3 mois avec sa faible réponse? Pas du tout. Donc ici, il ne nous reste plus que la substitution hormonale. Donc ici, ce n'est pas un choix, c'est juste la seule chose qu'on peut faire. Allez, donc on va finir sur ça, puisque je vois que ça s'agite dans les coulisses. Et donc, on a fait 10 jours d'œstrogène à 6 mg et on voit que l'endomètre est à 5,5 après 10 jours d'imprégnation. Est-ce que 5,5, ça suffit pour programmer? Non, l'objectif, c'est entre 7 et 13. Il faut continuer. Alors, on peut continuer à la même dose, augmenter les doses ou bien changer de voie. Par exemple, petite astuce, pas dans les recommandations du tout, mais vous pouvez faire le dernier comprimé du soir en intravaginal. Ce n'est pas dans le prospectus, hein, donc ne cherchez pas du tout. Mais c'est que la voie vaginale court-circuite le premier passage hépatique, donc vous pouvez augmenter le taux d'œstrogène circulant. Alors on est passé à 7,5. Est-ce que 7,5 c'est bon ou non? Oui, c'est bon. Alors nous sommes le samedi, on a des blastocystes, vous avez un endomètre à 7,5. Quand est-ce que vous faites le transfert? 7 5 jours. 5. 5 jours. 5 jours. نفسروها النوسيون هذه. احنا sous oestrogène, on va introduire la progestérone. Le jour où on introduit la progestérone, il n'y a pas de déclenchement préalable. Le jour où on introduit la progestérone, c'est le jour de la ponction fictive. فماش déclenchement صار. Donc انتم البروجستيرون تزيدوها نهار البونكسيون. Donc كاين اليوم حطيناه ماردي كاين باش تعمل ماردي البروجستيرون اليوم on dirait نهار البونكسيون. وقتاش يجيك الترانسفير؟ Dimanche. Personne n'aime faire le transfert dimanche, donc on commence la progestérone quand? Mercredi, sahit. Mercredi pour faire lundi. Et c'est ça l'avantage du protocole artificiel, c'est qu'il y a une certaine flexibilité. Vous n'êtes pas en contrainte avec le follicule dominant, vous gérez votre vie vous-même, vous pouvez aller au congrès de la STGO tranquille. Et donc, vous pouvez rajouter la progestérone le mercredi, vous faites tranquillement votre transfert le lundi, et voilà, c'est fini. Merci beaucoup. S'il vous plaît, Oui. j'ai une question par rapport à l'endométrium. Yes. Oui, faut-il ponctionner l'endométrium pour améliorer le rendement ovocytaire? S'il gêne la ponction ovocytaire, par exemple, vous avez une configuration où vous avez devant la sonde vaginale l'endométrium et tout en haut, en périphérie, les follicules dont vous avez besoin. Là, vous n'avez pas trop le choix. Mais autant que possible, évitez ça. Oui? Ah, là, salut, ça va? Oui? Juste l'ouvrir. L'ouvrir, bien le laver. Je ne sais pas si c'est utile. Qu'est-ce que ça va rajouter? Ça peut compliquer votre geste. Déjà, chez cette patiente, patiente a déjà eu une célio, péritonite ou reprise par la paro. Moi, je n'irai même pas la toucher par voie célioscopique. Ce qu'on avait discuté ici, c'est la voie de l'occlusion tubaire par hystéroscopie. Non, bien sûr, bien sûr. Ah, oui, mais il y a des études sur ça, sur ceux qui utilisent les chours. Voilà, en occlusion, en électrocoagulation, à la boule, par exemple, très ciblée, et ça marche bien. Merci, Mohamed.